On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Gabriel Gervais, l'un des participants à l'émission Les Chefs à Radio-Canada cette année. Il a quand même fait 6 émissions sur un total de 10, donc il a fait un bon bout de chemin. On le reçoit. Mais tout d'abord, parlons d'une nouvelle saison au marché public du Vieux-Saint-Jean. Une nouvelle saison est lancée pour les visiteurs, les clients, mais bien sûr les maraîchers eux-mêmes. C'est cette saison du marché public du Vieux-Saint-Jean, ici même dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, Marc Lelièvre. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Comment se porte le marché public? Bien, en grande période d'activité, parce qu'on a décidé de faire un beau plan d'intervention. On fait un plan d'action pour la saison 2023. Tout est en branle, nouveaux recrutements, nouveaux membres, nouveaux dynamismes, nouvelle prise de position du CA. Ça va très bien, très, très bien. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ou deux? Au-delà des impacts de la pandémie, comme tout le monde, mais cette nouvelle vague, là, ces nouveaux joueurs qui arrivent, cette nouvelle façon de faire ou de voir, qu'est-ce qui a changé dans les derniers temps? Bien, on essaie d'actualiser peut-être un peu plus le marché. T'sais, on a un marché qui a quand même 186 ans d'histoire, donc il y a des joueurs qui sont là depuis... J'en ai certains qui sont là depuis une quarantaine d'années. Fait que c'est sûr que des fois, de changer la mentalité comme ça, de la rendre un peu plus d'actualité, c'était plus difficile. Mais on a aussi eu des joueurs qui ont pris leur retraite. Fait que là, nous, on a fait rentrer des nouveaux joueurs pour les remplacer. Puis on a vu que la clientèle nous demandait un dynamisme différent, des produits un peu plus fins, quelque chose de plus haut en saveur, d'un peu plus épicurien. On est allé boucher tranquillement, pas vite, l'offre avec ça. Et puis, ça fonctionne super, super bien. Quand vous regardez ce qui se fait ailleurs, parce que des marchés, il y en a ailleurs au Québec, tout le monde doit se regarder un peu pour voir un peu, bon, lui, il a fait ça, OK, nous, on pourrait faire ça. Quand on regarde un peu ce qui s'est fait ailleurs dans les dernières années, est-ce que ça vous inspire aussi sur la nouvelle tendance du marché? Et ultimement, c'est le client qui décide, là? C'est le client qui... Exactement. Bien, je peux pas dire non, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs qui nous inspirent, qu'on remarque, puis qui portent attention. Mais on essaie vraiment d'avoir notre saveur à nous. Tu sais, le marché est là, il est riche en histoire. Il a fondé en grande partie la ville parce que, tu sais, c'était citoyen à l'époque, c'était une demande citoyenne, puis l'économie s'est bâtie alentour. Nous, ce qui nous différencie, c'est vraiment ça, le respect de ce 186 ans d'histoire-là. On est sur la bâtisse, le Butcher Hall. Tu sais, on a travaillé maintenant avec le musée pour les deux mettre cette histoire-là de l'avant. On a un toit fixe qui n'a pas toujours fait l'unanimité, mais on doit accorder que c'est un grand tout, là, un grand atout pour le marché parce que qu'il pleuve ou pas, on peut se tenir marché. C'est plus confortable. Fait qu'on essaie de dynamiser avec ce que les clients veulent, la nouvelle offre, la nouvelle vague de fermiers, petites fermes avec des produits plus écologiques, plus épicuriens qui vont être meilleurs, somme toute, mais en gardant quand même nos classiques, là. Bon, on parle du lieu physique là, qui est attenant au musée. Bon, on l'a vu, là, la Ville a dû faire des travaux qui ne sont pas finis, je pense. Commence. Il commence, là, parce que ce que la Ville nous avait expliqué il y a plusieurs mois, là, parce que, entre autres, avec le marché de Noël qu'on avait déménagé, c'est que là, on a mis comme des poteaux temporaires pour soutenir le toit le temps qu'on fasse la réparation. Exactement. On a eu des problèmes sur la structure du toit où il y a certaines poutres qui étaient affectées. Donc, on les a solidifiées avec ça avant l'hiver parce que sachant pas si le poids de la neige ou pas. Et il y a des travaux qui vont se faire sur le toit du musée. Donc, tout ça va être coordonné ensemble. On s'est arrangé pour que ça ne gêne pas le marché public. Oui, peut-être que pour un certain temps, on aura ces tenants-là qui seront là pour tenir le toit, mais avec la nouvelle dynamique qui est apportée, on a maintenant camions remorques, camions food truck qui sont sur place, activités pour les enfants, plusieurs trucs qui s'en viennent. On va les tolérer pour le temps parce que ce sera pour le mieux. On va en Ultimement, ce sera pour le mieux. On va en profiter pour rendre le site un peu plus actuel aussi. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est que les poutres temporaires ne nuisent pas à vos activités. Pas du tout. À part que le petit coup d'œil nuise nullement aux activités. Mais ce sont des travaux, donc ça aura bien sûr une fin un jour. Oui. C'est pas moi qui contrôle ça, mais... Non, on comprend. Bon, là, vous avez combien de membres dans l'association? Là, avec le nouveau recrutement, on est à 27 membres qui sont dits permanents, donc ce que j'appelle vraiment le cœur du marché, qui seront là à chaque semaine. Puis avec les membres qui seront rotationnels, aussi les commerces du coin qu'on veut mettre de l'avant, on serait à près de 38. Là. 38. Donc, potentiellement, 38
kiosques de différentes tailles. Exactement, de différentes tailles. Il y aura cette trentaine-là là, qui sera là toujours. Puis on va faire des partenariats avec tourisme et autres pour pouvoir mettre de l'avant la région. Pas juste penser à nous. On a vraiment essayé d'être très, très transparent puis d'inclure l'économie locale et de la favoriser aussi au travers de ce nouveau plan-là. Là. Bon, il y aura toujours évidemment ceux qui vendent des légumes parce qu'en même temps, quand les gens y vont, les gens vont dans les épiceries quand même. En même temps, c'est souvent complémentaire. Des fois, on vient faire un petit bout au marché puis on complète ce qui nous manque à l'épicerie ensuite. Ça fait partie d'une sortie aussi. C'est un peu dans l'événementiel. C'est du happening, là. Mais au-delà de ça, on parlait tantôt de produits fins, produits particuliers. Donc, au-delà de ce qu'on peut trouver dans un marché traditionnellement, quelles sont les petites épices, les petits ajouts là, qui font la différence dans ce que le client recherche aujourd'hui? Exemple, au niveau des producteurs de viande, c'était quelque chose qui était manquant, puis on est allé en chercher, mais c'est tous des petits élevages de pâturage. Donc, tu sais, déjà d'acheter du fermier qui a vu ses bêtes, de l'éleveur, le goût aussi, tout ça, parce que c'est des petits élevages où tout est fait bichonné. Donc, c'est cette qualité supérieure-là. On a verger, en fait, Délices du verger qui va passer avec nous. C'est des olives farcies qui farcissent à la main. La famille est au Maroc à les faire pousser. Eux les reçoivent ici, ils les farcissent à la main. On est vraiment allé vers des petits produits fins comme ça. D'autres surprises régionales que je ne veux pas dévoiler parce que, en temps et lieu, il y a des belles choses qui arrivent. Bon, souvent, la longue fin de semaine des Patriotes là, qui vient de se terminer, c'est souvent pour vous un peu le coup d'envoi de la saison. On comprend qu'il y a quand même certains maraîchers qui y sont à l'année, même en plein hiver. Là. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là quand même. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là. Oui, vraiment, quand on arrive, là, tu sais, Fête des mères, là, c'est vraiment là où ça va s'activer. Des fermes diversifiées vont commencer à avoir des légumes, tout ça. Puis début juin, c'est vraiment là où tout s'active, où nos fermes partenaires vont vouloir se joindre aussi parce que la saison agro-touristique vient commencer. Puis vers les eaux de la Saint-Jean-Baptiste, pour ce qui est de nos acheteurs, revendeurs qui doivent attendre que eux vont arriver à peu près fin juin. Mais ce sera 1 ou 2 joueurs manquants, puis tout le reste de la et là, jusqu'à la fête du travail, Action de grâce et compagnie. Jusqu'à début novembre. Début novembre, oui. Bon. Certains se posent la question, est-ce qu'il y a encore un marché le mercredi? Oui, il y en a encore un le mercredi. C'est sur la table de le dynamiser en changeant les heures. Par contre, sur le plan d'action qui a été fait, on a des étapes qui sont étalées sur 3 ans. On va plus passer à cette étape-là l'an prochain. On veut vraiment consolider ce qu'on a pour l'instant, revoir le mobilier pour dynamiser le site, refaire les partenariats correctement. Puis une fois que le samedi, qui est notre grosse journée, sera consolidé, on pourra, après ça, à la demande citoyenne, changer les heures puis convenir à leurs besoins. Mais est-ce que les clients vous le demandent, ça, le mercredi? Est-ce que c'est un besoin exprimé? C'est un besoin qui est exprimé. Par contre, les heures sont un peu tôt en ce moment, chose qu'on voulait changer, mais avant de changer, tous les habitudes de la clientèle, on va leur laisser voir le beau qui s'en vient pour le samedi. Après ça, nous, on va vraiment bien se positionner. C'est qu'on ne veut pas, pour l'instant, changer les heures sans avoir super bien sondé la population. Parce que peut-être que les heures qu'on a leur conviennent bien, mais la formule pas. Fait qu'on va vraiment calibrer tout ça puis mieux ajuster par la suite. Là, je vous pose une question un peu balle-courbe, mais c'est juste pour voir. Est-ce qu'on a déjà mesuré l'impact du marché, les retombées économiques, le nombre de clients qui... Le nombre de clients, je peux dire que dans les dernières années, peut-être les décomptes ont été un peu plus lousses, là, si je peux me permettre. Mais oui, on a calculé l'impact. Nous, on a fait affaire sur ce plan d'action-là avec la MPQ, qui est l'Association des marchés publics du Québec. Puis c'est très clair, dans tous les marchés publics, quand il y a un 60 $ dépensé en marché public, 40 $ sont redépensés sur l'économie locale si un bon plan de partenariat est fait entre les deux. Puis on ne tombera pas dans les chiffres complexes, mais on peut, par la bande, réinvestir plusieurs millions de dollars dans l'économie locale si c'est bien fait. Là. Parce qu'en fait, j'imagine que le maraîcher lui-même qui dit, mais regarde, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, j'ai eu 322 clients, j'ai fait 8000 de caisses, donc ça me donne On peut faire une moyenne par panier. Puis ça, vous les avez, ces chiffres-là? Ça, on les a. C'est sûr que dans les dernières années, comme j'ai dit, on a peut-être lâché un peu plus ça. Il y a eu beaucoup de changements aussi au marché, au niveau de présidence qui a changé souvent. La vision qui était peut-être pas très claire, là, on l'a vraiment reformé, refondé le CA, structuré les gens pour qu'on ait une vision claire.
Puis oui, c'est quelque chose qu'on veut entrer. On a des objectifs cette année qui seraient de l'ordre de 3200 personnes par fin de semaine, ce qui est très réalisable, même qui est bas. Puis on veut retomber d'ici 2-3 ans à 6-7 000 personnes par samedi, comme on était il y a de là 7 ans. Là. OK, vous voulez doubler? Oui. Mais ça a déjà été ça. Ça a déjà été ça. La pandémie a affecté un petit peu, même à la hausse. Après ça, beaucoup de gens qui, même avec la pandémie, des fermiers qui étaient en fin de carrière, qui ont décidé de prendre les gens qui se sont mis à acheter en ligne plutôt qu'à aller voir. Mais là, les gens ont besoin de ce contact-là, ont besoin de cette fraîcheur-là, surtout besoin d'un coût qui est juste, sans intermédiaire. Puis c'est ce qu'on offre, nous, sur le... T'sais, on est 98 des producteurs. Donc, le coût de l'intermédiaire, le client ne le paie pas, là. Moi, je regarde mon propre comportement. Moi, je vais y aller peut-être 7-8 fois dans l'année. J'arrondis. Peut-être plus, peut-être moins, mais à peu près. Puis, je me dis, bon, si on a 3000 personnes par fin de semaine, mais au final, il y a probablement des dizaines de milliers de personnes qui, quelques fois dans l'année, y vont à ce marché-là. Là. On le voit sur les décomptes qui est fait là, quand on sonde la population, que ce soit du côté de notre marché ou d'autres. Il y a peut-être 35 de la clientèle qui vont y aller à chaque fin de semaine. Puis après ça, ça va découler. Mais oui, la tranche, exemple comme vous, là, 5 à 7 fois, c'est ce qui est dans le plus la moyenne, disons-le. Mais en même temps, c'est une tranche qui est intéressante si on rentre avec des produits qui sont fins, qu'on devient une destination haute en saveur, une destination gourmande. Bien, ces gens-là, le panier va grossir parce que de toute façon, ils n'auront pas besoin de passer toujours. Puis là, aujourd'hui, pas mal tout le monde est équipé des petites puces pour les paiements électroniques. Donc, parce que parfois, il y avait un frein de dire là, c'est parce que j'ai pas d'argent. Il faudrait que j'arrête au guichet. C'est parce que j'ai pas le temps d'aller au guichet. Puis là, c'est plus ça aujourd'hui. Non, c'est plus ça. Tout le monde, là, c'est la réalité du domaine. Si tu n'as pas ça, tu perds énormément de clientèle. Puis ça aide aussi au niveau des rapports. En tant qu'entrepreneur, les rapports Square peuvent nous aider. Puis pour nous aussi, en tant qu'association, ça nous laisse justement place à certaines informations tant qu'à la quantité de clients qui est passée. La valeur moyenne du panier, quelle entreprise fonctionne mieux. Pas pour les tasser, juste peut-être pour les encadrer ou redynamiser certains secteurs pour nous dans le marché. Mais je retiens une phrase clé, vous avez dit tantôt, c'est le contact humain. Parce qu'au-delà d'acheter des beaux produits ou des bons produits, je pense que le client aussi a une plus-value à jaser avec le maraîcher. Le maraîcher aussi, on travaille fort au champ, on fait des longues semaines d'avoir ce contact-là, de cette appréciation-là. Le client, c'est la même chose. On a des clients qui passent des fois nous voir, n'achètent pas, mais juste pour nous dire allô. Hey, salut. Des clients qui nous apportent des cafés ou qui nous achètent des trucs. Ça devient des gens qui sont de la famille, qu'on voit chaque semaine, et c'est ce qu'on veut ramener là, au marché. Là. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que il y a une fois, on commence par en arrière, puis la fois suivante, on commence par en avant. Voilà. Parce que ça se peut que si on commence en arrière, ça se peut qu'on achète les principaux légumes là. Donc, forcément, on n'achètera pas ceux en avant et vice-versa. Donc, on alterne un peu. Ça, on a travaillé aussi là-dessus, tant qu'au plan d'action, à ce qu'il n'y ait pas de zone froide et chaude, que l'offre force un peu le client à visiter tout le monde. Là. Mais oui, c'est un beau marché. Un beau marché. Donc, le marché public du Vieux-Saint-Jean, plus de 186 ans d'histoire. On est dans le plein, là, en pleine croissance de cette saison, en devenir, donc tous les samedis et même le mercredi. Il y a quelques maraîchers qui y sont également. On a un demi-marché. Un demi-marché. Marché public du Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup. Bonne saison. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous connaissez l'émission Les Chefs à Radio-Canada et parfois, dans certaines saisons, il y a de ces participants qui sont issus de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était le cas cette année avec Gabriel Gervais, qui est parmi nous. Bonjour, bienvenue, félicitations. Merci. Tu as quand même fait 6 émissions sur 10. C'est un bon bout de chemin. C'est un bon bout de chemin. Surtout dans ce genre de compétition-là où tout le monde a soif, tout le monde a envie de fonctionner puis de réussir, bien, je pense que je suis quand même fier de mon parcours. Bon, comment on s'inscrit au chef? Comment on rentre là? Cette année, je me suis fait recruter. J'ai reçu un message parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Puis, il y a une recherchiste qui m'a texté, m'a dit « Serais-tu intéressé de faire les auditions? » J'ai dit « Bien sûr. »
Fait que je me suis présenté à une première audition. Il y a eu un premier tri qui s'est fait là, j'imagine. Puis après ça, ils m'ont dit, veux-tu passer la deuxième? Fait que là, j'ai fait, bien sûr. Puis à ce moment-là, ben là, tu rentres à la deuxième audition, c'est un peu plus... c'est différent comme audition, c'est un peu plus en mode les chefs. Puis après ça, un autre processus de sélection, si on peut se dire. Puis quelques rencontres avec une productrice, psychologue pour l'émission, parce qu'on s'entend qu'on est sous pression, on est à la télévision, tu sais, c'est comme, faut pas craquer. Puis à un moment donné, j'ai reçu un email, puis ça disait, ben, tu feras partie de la brigade cette année. Fait que là, je suis très excité. OK, mais c'est intéressant que tu racontes ça parce que les gens ne savent pas ça. Comment le processus d'entrée est serré. Là. Je veux dire, juste être sélectionné au chef, c'est déjà pas pire. Là. C'est ça qu'ils nous disent, tu sais, c'est... Peu importe l'issue de l'émission en soi, ben juste le fait de le faire, c'est déjà un accomplissement en soi. Puis je peux comprendre aussi que ça peut être plate pour celui qui part en premier, là, parce qu'on ne goûte pas beaucoup à l'aventure, dans ton cas, comme on le disait. Donc, 6 émissions sur 10. J'ai vu qu'il y a eu un défi poisson assez intéressant. Ouais. C'est quoi le nom du poisson sur lequel tu es tombé? Cardo. C'est le cardo, c'est un poisson blanc à 4 filets. Il y en a dans le Saint-Laurent. Puis c'était ça le but, je pense, c'était d'avoir des poissons qui nous représentent bien en tant que Québécois. Puis je pense que j'aurais pu moins bien tomber. Le cardo, c'est une forme de poisson que je suis pas si mal, mais comme David qui est tombé sur le Corrigan, je pense que j'aurais un peu plus galéré, mais ça s'est bien passé, somme toute. Bon. C'était quoi les moments forts pour toi de cette compétition-là? Je crois que en termes de cuisine, de ce que j'ai sorti, je veux dire, c'est un temps assez limité, puis normalement, je prends pas mal plus de temps pour élaborer des trucs. Fait que je pense que mon humeur puis mon attitude face à toute cette compétition-là, ce serait mon point fort. Après ça, le défi dessert, qu'on était vraiment deux équipes complètement... C'était au hasard, ça. Fait que, tu sais, on arrive là-dedans, tout le monde choisit un côté. Moi, je m'en vais avec mon ami Félix, il y a Émilie, je suis content, OK, on est en équipe, nanana, c'est le fun. Puis après ça, on apprend que c'est les desserts, puis on regarde l'autre équipe, puis c'est comme David, Élodie, tous des gens qui ont déjà fait de la pâtisserie. Fait que là, t'es comme, OK, ouais, ça va être... rendu là, la gang, on va avoir du fun, puis on va checker qu'est-ce qui se passe après, là, mais... ouais, mon énergie, je pense que... Une fois qu'on arrive dans l'émission, puis que là, on se fait avancer, on dit, écoutez, bon, ceux qui ont moins bien défini relevé le défi, on avance, puis là, ben, on est envoyé au défi d'élimination. Dans ton cas, c'était quoi le défi d'élimination? J'en ai fait 3. Ouais. Le premier, c'était Ridvaux et Morille. Le deuxième, ça a été... c'est quoi déjà le deuxième? C'était une autre affaire. Ouais. Puis le troisième, celui que j'ai sorti, c'était la côtelette de porc. Le moment que tu te rends en duel, tu l'affrontes un peu comme un gladiateur dans l'arène. T'es comme, si je passe pas là, ben je me fais couper la tête, je me fais lancer des tomates. Puis si ça passe, ben on en a un autre la semaine prochaine. Là, il est arrivé quoi avec le porc? Le porc, j'ai pris une très mauvaise décision au très mauvais moment. Fait que dans ma tête, à moi, en 15 minutes, ça allait être serré, mais j'étais comme, je vais le cuire à 2 os, je vais trancher à la fin, puis boum, l'action va être parfaite. Puis il y a un moment où je suis en train de confectionner la sauce, ma côtelette est dans le four, puis là, je fais comme... Je vois le temps passer, puis je me dis, ouais, c'est impossible que ce soit cuit. Fait que là, j'ai pas le choix de la sortir du four, tailler, puis on repart à la mi-chemin, là, mais... Ouais. Mais on t'a senti quand même très zen, parce qu'il y en a des fois ils sortent de là un peu meurtris. Toi, t'es sorti de là relativement zen, content d'être là. Je pense que les gens aussi qui t'ont accompagné semblaient heureux de ta présence. Bref, c'était un bon moment. Oui, 100%. Puis même à la fin, on était sur le plateau, puis tout le monde, même les gens en régie, les gens qui étaient là, comme les gens de caméra, les gens du son, tout le monde était... C'est un peu ému de me voir partir, mais c'est comme ça. Bon, explique-nous un peu ton parcours. Tu arrives d'où? Tu sors d'où? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans la cuisine? J'ai commencé la cuisine à Saint-Jean, justement. Ouais. J'habitais à Iberville avant avec ma mère. Puis on cherchait un moment... j'avais une petite passe adolescente. Puis à 18 ans, à un moment, j'ai dû trouver un chemin précis pour que ça continue à bien aller à la maison. Fait que j'ai dit à maman que pourquoi pas essayer la cuisine. J'avais déjà été plongeur. L'énergie dans une cuisine semblait m'aller. Fait que j'ai fait mon DEP en cuisine à l'EPM, à Armarasco à l'époque, avec Julie Trépanier, Laura Damiano, Xavier Pilon-Fauché à l'époque. Ouais. Puis suite à mon DEP, je voulais me perfectionner un peu. Fait que j'ai été suivre la formation supérieure de cuisine à l'ITHQ ça devait être quoi, 2016-2017 environ. Je suis parti en France pour aller faire un stage.
Puis là, en revenant ici, j'ai travaillé à Exoplace dans le temps que c'était sur la terrasse du bistrot La Trinquette. Oui. Puis là, j'ai travaillé un peu là-bas. Ensuite, je me suis exporté, si on veut, vers Montréal. Là, j'ai commencé à travailler dans d'autres restaurants, genre l'Épicier. Après ça, j'ai fait un peu le Lalou avant que ça se ferme. Puis j'ai tombé pendant 4 ans au restaurant Candide, que j'ai vraiment... c'est là que j'ai pu m'éclater un peu plus sur définir un peu ce que la philosophie de cuisine de Gab allait être, puis ce que moi, j'avais envie de vraiment faire dans une cuisine, parce que c'était des nouveaux horaires, on travaillait 4 jours, c'était vraiment basé sur le bonheur de l'employé, puis ça faisait en sorte que les résultats pour l'employeur étaient encore mieux. Fait que là, ça m'a vraiment défini un peu en tant que cuisinier. Ensuite, il y a la pandémie qui est arrivée entre tout ça, fait que les restos ont fermé. Là, c'était difficile un peu à ce moment-là, mais jamais j'ai comme voulu lâcher la cuisine. Ça a tout le temps été Et durant la pandémie, as-tu fait de la cuisine quand même? Take-out et compagnie? Oui, j'étais au Candide. Je partais de Saint-Jean. Je m'en allais à Montréal. Puis au moment du couvre-feu, on avait nos petites lettres, comme ça, si la police nous arrêtait. Et là, en ce moment, tu travailles où? Au restaurant Le Mousseau. OK. Je travaille au Mousseau en ce moment à Montréal. Ça va faire 3 mois bientôt. Puis très belle équipe, très belle ambiance de travail. Encore une fois, on travaille 4 jours. Et c'est quoi la cuisine de Gab? Ce serait une cuisine maintenant qui est axée sur les produits locaux, vraiment essayer de réduire l'empreinte écologique au maximum du restaurant ou de l'établissement en soi. Travailler de sorte à ce que ce soit une cuisine qui soit renouvelable, que ce soit pas quelque chose qui demande trop, que ce soit à la planète ou aux gens qui doivent la faire. Vraiment essayer de faire pour le mieux et non pas régresser. Je reviens à ce que tu disais tantôt. Bon, tu étais ado, une passe un peu difficile, puis là, pouf, tu t'en vas faire ton DEP en cuisine. Pourquoi tu as choisi la cuisine? Tu aurais pu faire un DEP dans plein d'autres affaires. Pourquoi la cuisine? Je pense que c'est ça. C'est le milieu, c'est les gens, c'est l'énergie. C'est comme, ça te dérange pas que tu sois fou dans une cuisine. Au pire, c'est quasiment bien vu que tu sois fou parce que tu vas faire des heures puis tu vas pas te plaindre puis ça va être cool, tu sais. Fait que vraiment, je pense que l'énergie de ce que le milieu pouvait sembler apporter, l'intensité. Quelqu'un t'avait parlé de ça ou... J'avais déjà été plongeur, c'est ça. Fait que j'avais déjà gravité un peu dans le milieu. Tu avais vu un peu ce que c'était? Ouais. T'as aimé ça, le DEP en cuisine? Ça m'a poussé là-dedans. C'est sûr que il y a de la théorie beaucoup au début, mais quand tu vois la grande image de tout ça, puis tu te dis, ben regarde, je vais aller faire un DEP. Mais quand tu regardes ton cheminement, là, quelques années plus tard, puis là, tu sors des chefs où tu as quand même fait 6 émissions sur 10. C'est quand même une belle courbe d'apprentissage, là. Oui. Ça se passe bien. Et ça va être quoi l'impact? Parce que, bon, là, vous avez enregistré ça il y a quelques semaines. Là, nous, on est dans la diffusion en ce moment comme téléspectateurs. C'est une émission aux heures de grande écoute. Il y a beaucoup de visibilité. Es-tu capable déjà de mesurer un peu les impacts que l'émission va te donner sur le maintenant ou le futur de ta carrière? Bien, déjà... beaucoup de personnes de longue date qui ont pris contact avec moi, juste me dire hey, bravo pour l'émission, c'était le fun de te voir à la télé, félicitations. Jusqu'à... récemment, j'ai fait un événement dans un ancien restaurant où j'ai travaillé. Il y avait plein de gens qui sont venus manger. Isabelle Gingras m'a demandé d'être jury pour le combat des mini-chefs qui aura lieu en juin. Déjà, il y a un certain engouement qui se montre. Fait que, ben, à plus grande échelle, on va voir, mais en ce moment, c'est sûr qu'il y a un impact direct. Mais est-ce que tu rêves un jour d'avoir ton propre resto? C'est quoi tes rêves, là? C'est sûr que j'aimerais ça. C'est sûr que ça fait partie du grand rêve d'avoir un restaurant un jour puis d'être capable de vraiment faire la cuisine que j'ai envie de faire sans que personne soit là pour me taper sur les doigts. Fait que oui, ça, ce serait le rêve d'ici 4-5 ans, whatever, là, à suivre, là, mais on travaille là-dessus. La cuisine, c'est de la passion. On compte pas nos heures. On travaille à des heures où les gens, d'habitude, sont en congé. Ouais. Vous êtes à l'envers du monde. Mais ça, tu te plais bien là-dedans? C'est la grande partie de ma vie. J'ai du plaisir à... Je peux mettre un cadran le matin, mais je vais me réveiller avant parce que je dois travailler à 2 heures l'après-midi ou whatever. Puis c'est mon horaire depuis bientôt 9 ans, 10 ans. Là, fait que... En terminant, l'esprit de compétition, parce que normalement, tu le dis, bon, tu fais tes affaires, oui, il y a la pression de servir les clients dans des délais raisonnables et tout ça, et que ça soit bon. Mais là, on est dans une compétition, parce que c'est une émission de télé et c'est fait comme ça. As-tu bien vécu au travers ça sur le phénomène de la compétition? Je pense que tout le monde avait vraiment son style. Tout le monde avait vraiment ses forces et ses faiblesses. Puis
à vraiment essayer de compétitionner avec les autres. Je pense qu'on perdait plus de temps et d'énergie que vraiment se focusser sur ce qu'on avait envie de faire. Ouais. Ouais, je pense que ça a été ma façon de l'aborder. Fait que j'essayais vraiment plus de faire des trucs qui me plaisaient d'office à moi que d'essayer de compétitionner avec quelqu'un d'autre qui fait pas nécessairement la même chose que moi. Mais souvent, ce qui est particulier, c'est dans le cas de l'émission des chefs, contrairement à d'autres émissions de télé-réalité ou de concours, j'ai l'impression qu'entre cuisiniers, il peut y avoir une saine compétition. J'ai rarement vu d'animosité entre chefs cuisiniers dans ce genre de compétition-là. On est plus dans un esprit de collégialité où même les uns veillent sur les autres, là. 100%. Bien, je pense que, en plus, mis dans ce contexte d'émission, ça peut sembler comme si les gens voudraient se saboter ou quoi que ce soit, mais il y a tellement de caméras que tu peux pas faire ça, là. Mais c'est vraiment en mode... tu veux que l'autre réussisse aussi bien que toi, parce que, rendu là, c'est pire de sortir sur un truc qui te plaît vraiment à toi que de sortir sur un truc que tu sais que tu as échoué, parce que tu te dis, ben j'ai échoué parce que j'avais pas le temps ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important que... Surtout en chef cuisinier, on fait tellement des trucs qui nous sont personnels à nous que c'est bien de s'encourager puis de se donner une tape dans le dos. Quand on voit les commentaires des juges, est-ce que vous vous dites, bon, est-ce qu'il va aimer ça ou il est dans le champ, c'était bon mon affaire ou non, il a vraiment raison, je l'ai échappé? C'est quoi qui vous passe dans la tête? Bien, tout dépendamment de c'est quoi l'erreur ou quoi que ça, ou comment tu as fait ta préparation. Après, tu sais ce que tu as fait de mal ou tu sais ce que tu as fait de bien. Puis je pense que c'est important d'en prendre et d'en laisser. Gabriel Gervais, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Longue vie à cette carrière de chef cuisinier post-chef. Et là, on a bien hâte de voir la finale. Évidemment, vous autres, vous savez probablement qui va gagner. On ne peut pas le dire. C'est pas diffusé. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Cette semaine se met en branle 2 importants chantiers à Saint-Jean. Séminaire Saint-Joseph-Toupin s'est fermé pendant près de 2 mois. Il faut passer par les autres chemins, Champlain industriel, Grand-Bernier. Et il y a l'autre chantier au carrefour giratoire Douglas. On va le doubler. Il va quand même avoir une voie en alternance et ce chantier-là va durer 3 mois. Soyez patients. À demain. Bye bye.